Bonjour. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir un peu dépassé par la quantité d'informations qui nous assaillent chaque jour? Ah oui, constamment j'ai l'impression. C'est ça. Ou au contraire, d'avoir cette envie d'apprendre, de comprendre, mais sans trop savoir par où commencer pour que ce soit vraiment efficace, sans se sentir noyé, quoi. Exactement. C'est un vrai défi, hein. Comment on passe de juste avoir accès à l'info à une réelle compréhension, quelque chose d'utile? C'est la grande question. Eh bien, aujourd'hui, on va explorer une approche qui propose des pistes intéressantes, la méthode PARMA. Parma, oui. Alors, c'est une méthode présentée comme assez dynamique, vous savez, au sens des systèmes complexes. Elle vise pas seulement à optimiser l'apprentissage ou l'enseignement. Non, ça va plus loin. Oui, elle touche aussi à nos compétences professionnelles, de manière plus large. On dit qu'elle est développementale. Développemental, c'est le mot-clé. L'idée, c'est vraiment de cultiver les capacités de l'être humain, intrinsèquement. Et ce qui est important, c'est que ça sort pas d'un chapeau. Elle s'appuie sur pas mal de travaux scientifiques, sur la cognition, l'apprentissage. Oui, il y a une base solide derrière. C'est pas juste une idée en l'air. Tout à fait. Et pour notre exploration du jour, on a décidé de se concentrer sur une phase bien précise, mais vraiment cruciale de cette méthode PARMA, le R. Le R pour réflexion. Exactement. Les sources qu'on a pu consulter, que ce soit des recherches, des bouquins sur la cognition, le raisonnement, eh bien tout pointe vers l'importance de cette étape. C'est là que ça se joue en grande partie. C'est ça. C'est là, apparemment, que se construit la compréhension profonde. On va au-delà de la simple association d'idées qu'on pourrait trouver dans le A d'association de Parma. Oui, le R, c'est vraiment l'étape de l'élaboration, de la pensée active. Alors, notre objectif aujourd'hui, c'est d'essayer d'extraire un peu l'essence de ce que ces travaux nous disent sur ce processus de réflexion. Comment ça marche dans notre tête quand on réfléchit vraiment, et puis surtout comment on peut faire pour aiguiser cette capacité. Bon, alors décomposons un peu ça. Allons-y. Cette phase de réflexion dans Parma, concrètement, c'est quoi? Vous disiez, c'est pas passif. Ah non, surtout pas. C'est tout le contraire. C'est un moment où on s'engage activement avec le contenu, mais aussi avec ses propres pensées. D'accord. Ça implique de se poser des questions fondamentales en fait. Du genre. Ben, qu'est-ce qui est dit exactement ici? Quel est le sens réel de ces mots? Est-ce que c'est solide, ce que je lis ou ce que j'entends? Est-ce que ça tient la route? C'est vraiment le point de départ. Une sorte de premier filtre critique, quoi. C'est ça. Et ce questionnement, il ne doit pas s'arrêter au contenu. Il faut aussi regarder la source. D'où ça vient? Est-ce que c'est fiable? L'évaluation des sources, un classique de la pensée critique. Indispensable. Mais même là, ça suffit pas. La réflexion, la vraie, ça implique aussi de chercher activement les failles potentielles. Y a-t-il des objections logiques? Les prémices, les bases de l'argumentation, est-ce qu'elles sont solides? D'accord. Et puis, une réflexion vraiment poussée, ça nous invite aussi à regarder le cadre. Dans quel contexte cette affirmation est faite? Parce que chaque idée s'inscrit dans un système de pensée, hein. Ah oui, le contexte change tout parfois. Exactement. Et donc, envisager des cadres alternatifs, d'autres façons de voir les choses, ça enrichit énormément la compréhension. C'est ça aussi, réfléchir. C'est intéressant ça de regarder au-delà de l'affirmation elle-même. On pourrait croire qu'une idée bien présentée, bien formulée, ça suffit. Ben non, l'emballage ne fait pas tout. C'est un peu comme un bâtiment en fait. Une belle façade, ça ne garantit pas que les fondations sont solides. C'est une bonne analogie. Il faut vérifier la structure. Et il y a cette idée d'un test des mots, j'ai lu ça quelque part. S'assurer que la conclusion ne dit pas plus de choses que ce que les points de départ, les prémices, permettent vraiment. Oui, c'est le principe de validité logique en quelque sorte. Si la conclusion saute au-delà des prémices, s'il y a un décalage, C'est qu'il manque un lien, une étape de raisonnement qui n'a pas été dite ou justifiée. précisément, et repérer ces sauts, ces inférences implicites ou injustifiées, c'est une partie clé du travail de réflexion, surtout quand on a affaire à des arguments complexes qui enchaînent plusieurs idées. Oui, ça peut vite devenir confus. Exactement. Et là, la phase de réflexion, elle exige un effort de décomposition. Il faut identifier les différentes affirmations qui composent l'argument global et voir comment elles s'articulent, comment elles dépendent les unes des autres. Vous auriez un exemple peut-être? Ben, prenons un exemple classique, l'idée que rendre l'université gratuite, ça va stimuler l'économie. Oui, on entend souvent ça. Voilà. L'affirmer comme ça, sans détailler les liens entre les deux, c'est un peu court. Ça court-circuite la réflexion. Qu'est-ce qu'il faudrait faire alors pour bien réfléchir à ça? Il faudrait expliciter les étapes intermédiaires. Comment
Concrètement, une population qui a plus facilement accès à l'université devient un moteur économique. Quel rôle joue l'université spécifiquement par rapport à d'autres formations et en quoi le facteur gratuité est déterminant dans cette chaîne par rapport à, disons, des bourses ou d'autres aides? D'accord, il faut décortiquer toute la chaîne causale supposée. C'est ça. Ne pas faire ce travail de clarification des liens, c'est prendre pour acquis ce qui devrait justement être examiné. C'est un travail sur les non-dits, les présupposés, c'est ça la réflexion critique. On voit bien que cette phase R de Parma, elle nous pousse à aller vraiment en profondeur, à pas rester en surface. Mais comment on fait pour piloter ce processus à l'intérieur de nous? Comment on s'assure qu'on est bien en train de réfléchir efficacement? Ah, c'est la question clé. Et ça nous amène directement à la notion de métacognition. La métacognition, le cœur de la réflexion, si je comprends bien. Exactement. Et c'est là, je trouve que ça devient vraiment passionnant. La métacognition, c'est littéralement penser sur sa propre pensée. C'est un peu abstrait, non? Ça peut le paraître, mais en fait, c'est très concret et surtout, c'est hyper important. Les recherches montrent que c'est une compétence absolument déterminante pour réussir à apprendre. Ah oui. Souvent, ce qui fait la différence entre les apprenants qui avancent vite et ceux qui stagnent, c'est justement leur capacité à observer, à évaluer et à ajuster consciemment leurs propres processus mentaux. D'accord, donc développer cette approche métacognitive, c'est comme apprendre à conduire son propre cerveau pendant qu'on réfléchit. C'est une excellente image. Apprendre à conduire son cerveau, oui. La métacognition, ou la pensée réflexive comme on peut l'appeler dans ce contexte de Parma, ça se traduit par des actions très concrètes. Lesquels, par exemple? Alors il y a d'abord la planification. Avant de se lancer, se demander, bon, qu'est-ce que je cherche à comprendre exactement? C'est quoi mes objectifs? Comment je vais m'y prendre? Ok, définir le cap. Voilà. Ensuite, pendant qu'on est en train de faire, lire, écouter, résoudre un problème, il y a le suivi, le monitoring en temps réel. Être capable de se dire, est-ce que je suis bien en train de piger? Est-ce que ma stratégie marche? Ou est-ce que ça coince? Et la petite voix intérieure qui vérifie. C'est ça. Et si on détecte un problème, eh bien on passe à l'ajustement. Ok, cette approche ne marche pas, j'essaye autre chose. Peut-être relire, chercher une autre explication, faire un schéma. On adapte sa stratégie. Exactement. Puis il y a l'évaluation, une fois la tâche finie ou une étape passée. Est-ce que j'ai atteint mes objectifs? Qu'est-ce qui a bien marché dans ma façon de faire? Qu'est-ce qui a moins bien marché? Faire le bilan. Et enfin, la réflexion rétrospective, qui boucle la boucle. Prendre un moment pour analyser tout le processus, pour en tirer des leçons pour la prochaine fois. C'est un cycle complet en fait. Planifier, agir en surveillant, évaluer, ajuster et réfléchir sur le tout. Tout à fait. Ça donne une dimension complètement différente à l'apprentissage. C'est plus juste faire, c'est faire en se regardant faire et en cherchant à s'améliorer. C'est exactement ça. Et ça rejoint ce que la méthode Parma dit sur le rôle de l'enseignant ou du formateur dans cette phase R. Il est là comme un facilitateur, c'est ça? Oui, c'est crucial. L'enseignant, le coach, le formateur, il ne peut pas réfléchir à la place de l'apprenant. La réflexion, c'est personnel, c'est intime. On ne peut pas penser pour quelqu'un d'autre. Non, mais il peut aider l'apprenant à développer ses compétences métacognitives. C'est ça son rôle de facilitateur. Comment? En posant des questions, Par exemple, oui. poser des questions qui stimulent la métacognition. Comment tu sais que tu as compris? Quelle stratégie tu utilises là? Pourquoi tu penses que c'est la bonne approche? Comment tu pourrais vérifier ton résultat? Ok, des questions qui obligent à réfléchir sur sa façon de réfléchir. À structurer la réflexion, à mettre des mots sur les raisonnements. Parler de comment on apprend, utiliser ce qu'on pourrait appeler un langage de l'apprentissage, ça rend les processus mentaux plus visibles et donc plus faciles à améliorer. Mais l'effort de réflexion lui-même. Ah, ça reste la responsabilité de l'apprenant. Produire les idées, faire l'évaluation critique, émettre des hypothèses, contrôler ses erreurs, c'est son cheminement intellectuel qui est au centre. Le facilitateur accompagne, guide, mais ne se substitue pas. Vu comme ça, cette phase de réflexion, quand elle est bien nourrie par la métacognition, ça devient un outil incroyablement puissant. C'est sans doute la clé pour éviter ce sentiment de surcharge dont on parlait au début. Oui, probablement. Et pour construire une compréhension qui soit vraiment solide, durable. Mais bon, notre cerveau, même si on essaye d'être super métacognitif, c'est pas une machine logique parfaite, hein. Loin de là, il a ses habitudes, ses raccourcis. Et parfois ses pièges. J'imagine qu'il faut aussi être conscient de ça pendant la phase de réflexion, non? Connaître les erreurs de raisonnement courantes. Absolument. La vigilance face aux biais et aux erreurs logiques, ça fait partie intégrante d'une réflexion de qualité.
C'est aussi de la métacognition, en fait. Vous avez des exemples de pièges classiques? Bah, un très connu, c'est l'affirmation du conséquent. L'affirmation du conséquent, ça sonne un peu technique. Oui, mais l'idée est simple. Le raisonnement ressemble à ça. S'il pleut, on va dire P, alors la route est mouillée. Q. Ça, c'est notre règle. D'accord. Ensuite, on observe Q, la route est mouillée. Et la conclusion tentante mais fausse, c'est donc il pleut. Ah oui, je vois. Ça a l'air logique, mais... Mais ça ne l'est pas forcément. La route pourrait être mouillée pour une autre raison. Quelqu'un a arrosé, la neige a fondu, une canalisation a fui. Q est une conséquence possible de P, mais observer Q ne prouve pas P. Voilà. La réflexion critique demande de ne pas tomber dans ce panneau, de se demander s'il n'y a pas d'autres explications possibles. C'est subtil en effet. Et vous parliez d'autres pièges? Oui, un autre concerne l'utilisation du mot « ou ». Parfois, « ou » veut dire qu'une seule des deux options est possible. C'est le « ou » exclusif, comme dans « fromage ou dessert ». On ne prend pas les deux en général. Voilà. Mais souvent, en logique ou dans la vie, le « ou » est inclusif. Les deux options peuvent être vraies en même temps. Si on dit « pour réussir, il faut travailler dur ou être intelligent », Ça n'empêche pas d'être les deux. exactement. Et si on traite ce « ou » inclusif comme s'il était exclusif, on peut arriver à des conclusions fausses. La réflexion demande donc d'être très attentif au sens précis des mots, des connecteurs logiques. D'accord. Attention aux mots. Tout à fait. Et puis, au-delà de ces erreurs de forme logique, il y a des biais cognitifs plus généraux, plus psychologiques, qui peuvent polluer notre réflexion. Comme le biais de confirmation? Par exemple, oui, même si on n'en a pas parlé spécifiquement aujourd'hui, mais il y a aussi le biais de surconfiance. La surconfiance? Oui, cette tendance assez humaine à être plus sûr de nos jugements, de nos connaissances, qu'on ne devrait l'être objectivement, surtout quand ça touche aux estimations, aux probabilités. On croit savoir mieux qu'on ne sait réellement. C'est un peu ça. Ou encore le biais rétrospectif, le fameux « je le savais depuis le début ». Ah oui. Une fois qu'un truc s'est produit, on a l'impression qu'on l'avait prédit. Exactement. On surestime notre capacité à l'avoir vu venir, alors qu'avant l'événement, c'était peut-être pas si évident. D'accord. Donc, être conscient de ces tendances naturelles de notre esprit, c'est une partie essentielle de la métacognition pendant la phase R. Il faut apprendre à se méfier un peu de ses propres intuitions, de ses certitudes. C'est fascinant ces biais, parce que ça montre bien que notre réflexion, elle n'est pas désincarnée, elle est liée au fonctionnement même de notre cerveau, de notre mémoire. Absolument. Et comprendre un peu comment ça marche, ça peut peut-être nous aider à mieux réfléchir. Par exemple, on sait tous que bachoter la veille d'un examen, c'est pas terrible pour retenir à long terme. Ah non, c'est même contre-productif pour une compréhension durable. Ça, c'est lié à l'effet d'espacement. L'effet d'espacement. Oui, c'est un principe très bien établi en psychologie cognitive. Répartir l'apprentissage et la réflexion sur plusieurs sessions avec des intervalles entre elles, ça permet une bien meilleure consolidation en mémoire à long terme. Pourquoi? Le cerveau a besoin de temps pour intégrer les nouvelles informations, pour les relier aux connaissances qu'il a déjà. Le bachotage intense, ça donne une illusion de maîtrise à court terme, mais l'info s'évapore vite. Alors qu'une réflexion profonde et durable, ça se construit dans le temps. Exactement, avec des retours réguliers sur le sujet. D'ailleurs, varier les contextes dans lesquels on réfléchit à un sujet, différents endroits, différents moments, différentes approches, ça aide aussi à construire des schémas mentaux plus riches, plus flexibles. Donc, la façon dont on gère notre temps et nos efforts d'apprentissage a un impact direct sur la qualité de notre réflexion finale. Et il y a aussi cette idée de lier différents types de savoir. Savoir le comment et le pourquoi. Oui, c'est absolument crucial. On distingue souvent les connaissances procédurales, savoir comment faire quelque chose, comme résoudre une équation, suivre une procédure, Le savoir-faire. c'est ça. Et les connaissances conceptuelles, comprendre pourquoi ça marche comme ça, quels sont les principes derrière. Le savoir tout court ou le pourquoi. Voilà. Et une réflexion vraiment efficace, profonde, elle mobilise les deux. Savoir appliquer une formule, c'est bien. Comprendre d'où elle vient, pourquoi elle fonctionne, dans quelles conditions elle est pertinente, c'est ça qui permet d'adapter sa pensée, de résoudre des problèmes nouveaux, de transférer ses compétences à d'autres situations. Et la phase R de Parma, elle vise justement ça, à construire cette compréhension conceptuelle. Oui, elle vise à aller au-delà de la maîtrise procédurale superficielle pour construire une compréhension conceptuelle profonde. C'est là toute la valeur ajoutée de la réflexion. C'est intéressant parce que ça suggère que même être un expert, ça peut parfois être un obstacle à la réflexion, si on est trop coincé dans ses habitudes. C'est un paradoxe bien connu, oui.
L'expertise rend beaucoup de processus mentaux automatiques, ce qui est génial, ça libère de l'espace dans notre tête pour des tâches plus complexes, quoi l'expert est habitué. Cette automaticité peut l'aveugler. Il risque de ne pas voir la nouveauté, de ne pas remettre en question ses routines. Il reste sur ses rails. C'est ça. Donc la réflexion, parfois, ça demande de savoir désapprendre, ou au moins de mettre en pause ces automatismes pour regarder la situation avec un œil neuf. C'est aussi ça la flexibilité cognitive. Et tout ça, ça se passe grâce à ce qu'on appelle des modèles mentaux, des sortes de schémas simplifiés du monde qu'on a dans la tête. C'est l'idée générale, oui. Pour raisonner sur une situation complexe, on ne se représente pas tous les détails parfaitement. On utilise des modèles mentaux, des représentations schématiques, qui capturent les éléments essentiels et comment ils sont liés. Et la qualité de notre réflexion dépend de ces modèles. En grande partie, oui. De leur pertinence, de leur richesse, de leur flexibilité. Mieux on comprend un domaine, plus nos modèles mentaux sont précis et utiles. Et il faut se rappeler, c'est important, que tout ce processus, apprendre, réfléchir, ça a un impact physique sur notre cerveau. Ce n'est pas juste abstrait. Ah oui, oui. Oui, l'apprentissage modifie les connexions entre les neurones, ça renforce certains circuits. Notre cerveau est littéralement sculpté par nos expériences de pensée d'apprentissage. Il est dynamique. D'accord. Alors, si on essaye de rassembler tout ça, qu'est-ce que ça signifie au final? Cette phase R de réflexion, au cœur de la méthode PARMA, c'est bien plus qu'une simple pause pour penser, hein. Ah oui, c'est un vrai travail. C'est un processus actif, exigeant même. Ça demande de questionner l'info et ses sources, la pensée critique, Oui, de piloter consciemment ses propres processus mentaux, la métacognition, exactement. et d'être vigilant face aux erreurs de logique et aux biais cognitifs courants. Tout à fait. Et c'est en cultivant cette capacité de réflexion profonde qu'on peut espérer non seulement apprendre plus efficacement, mais aussi penser de manière plus juste, plus nuancée finalement. C'est tout l'enjeu. Et peut-être pour terminer, une question pour nourrir nos propres réflexions futures. Je vous écoute. On a vu que notre pensée, notre compréhension et donc notre capacité à bien mener cette phase R, tout ça est profondément influencé par nos expériences passées, nos connaissances, les cadres conceptuels qu'on utilise pour interpréter le monde. C'est inévitable. Oui, on est tous façonnés par ça. D'aller chercher activement des perspectives radicalement différentes. Des cadres conceptuels qui contrastent fortement avec les nôtres. Au lieu de rester dans notre zone de confort intellectuel, Exactement. Plutôt que de juste accumuler de nouvelles informations qui s'insèrent bien dans nos schémas habituels, est-ce que l'exploration volontaire de points de vue opposés ou de manière totalement différente d'aborder un sujet ne pourrait pas être une stratégie clé? Non seulement pour augmenter notre compréhension, mais peut-être pour la transformer en profondeur. pousser la réflexion au-delà de la confirmation vers la confrontation constructive. Voilà. Ça soulève une question importante, je crois, sur la manière dont on choisit d'alimenter notre propre machine à réfléchir. De quoi sans doute continuer à discuter une autre fois. Certainement.